Bonjour, j'aimerais tout d'abord remercier Dr Rim Kahloun et Dr Zayeni de m'avoir joint à cette journée, et je vais vous parler des œdèmes maculaires diabétiques et essayer de répondre à la question quand et comment switcher. La première partie de cette présentation va s'intéresser à un cas clinique d'une patiente âgée de 63 ans, diabétique depuis 19 ans, sous insuline depuis 5 ans, et qui avait en 2013 une hémoglobine glyquée à 8%, une acuité à 8 dixièmes avec une rétinopathie diabétique non proliférante modérée, un œdème focal pour lequel elle a eu un traitement focal par laser. Elle ne revient qu'en 2017. Donc c'est un cas de la vraie vie qu'on voit dans nos hôpitaux, avec une rétinopathie diabétique déjà avancée, pré-proliférante modérée, et avec un œdème maculaire mixte, à prédominance diffus au niveau de l'œil droit, et cystoïde associé à un DSR au niveau de l'œil gauche. Et vous voyez déjà son acuité, elle était très basse. L'épaisseur maculaire centrale était importante à 500 microns à droite et à 700 microns à gauche. Nous avons indiqué un laser focal associé à un traitement d'induction par 3 injections de bevacizumab, au bout duquel nous avons obtenu une bonne réponse anatomique, mais une réponse fonctionnelle partielle. Nous avons continué avec 2 injections de bevacizumab, mais cette fois, l'acuité visuelle a de nouveau chuté et l'épaisseur maculaire centrale a augmenté de façon significative, et ce malgré une hémoglobine glyquée assez bonne. Ainsi, nous avons considéré la patiente comme non répondeur et switché vers l'aflibercept. Au bout de la première injection d'aflibercept, nous avons obtenu une amélioration de l'épaisseur maculaire centrale avec une baisse d'à peu près 90 microns, une remontée de l'acuité visuelle, et au niveau de l'œil gauche, de la même manière, une remontée, même si elle est partielle, mais ça change la vie de la patiente de passer de compte les doigts à un 20e. Ainsi, après une injection, nous avons déjà eu une diminution significative de l'œdème maculaire central et une réponse fonctionnelle partielle. Et ce, en raison de plusieurs facteurs. Déjà, l'acuité visuelle initiale basse. Et on sait que l'acuité visuelle initiale est un facteur déterminant dans l'œdème maculaire diabétique, et que l'acuité à 3 mois est déjà prédictive de l'acuité finale à 1 an. La désorganisation de la zone ellipsoïde et de la rétine interne chez notre patiente explique également cette mauvaise réponse fonctionnelle. Et enfin, les points hyperréflectifs intrarétiniens, comme on les voit sur ces clichés, expliquent aussi la mauvaise acuité visuelle. Donc nous allons continuer les injections d'aflibercept et voir ce qui va se passer chez cette patiente. Maintenant, il est très long. Il est bloqué. Voilà. Maintenant, nous allons essayer de répondre à certaines questions. Tout d'abord, définir un non-répondeur et répondre à pourquoi switcher, quand switcher et comment switcher. Alors, il n'y a pas de définition précise des non-répondeurs, mais nous avons essayé de choisir celle qui a été adoptée par le protocole T de la DRCRnet et qui consiste à une réponse anatomique d'une augmentation de l'épaisseur maculaire centrale d'au moins 10% et fonctionnelle quand la perte de l'acuité visuelle est supérieure à 5 lettres TDRS, ce qui correspond approximativement à une ligne Snellen. Et ce, après les 2 dernières injections intravitriennes successives. Donc pourquoi on switch? Ensuite, parce que le pourcentage de non-répondeurs fonctionnels est important. Il est estimé entre 30 et 40%, et qu'une grande proportion des non-répondeurs est expliquée par la composante inflammatoire de l'œdème maculaire diabétique.
Ce taux varie peu avec le nombre d'injections, c'est-à-dire quand on injecte moins de 7 ou plus de 7 injections, le taux de non-répondeur ne va pas diminuer, ni dans le temps. Donc, comme tout retard thérapeutique correspond à une perte de chance fonctionnelle, il faut switcher tôt. Donc switcher après à peu près la 4e, 5e injection, c'est-à-dire avant la 6e. Et d'ailleurs, dans la CRS de 2017, le panel avait répondu que plus de 50% des patients sont switchés avant 6 mois. Et là, c'était avec des corticoïdes. On va switcher en cas d'inefficacité du traitement initial ou en cas d'impossibilité de réduire la fréquence des injections. Et on switchera soit vers un autre anti-VEGF lorsque le patient est jeune avec un cristallin clair, que le suivi est mensuel est possible et d'autant plus qu'il a une ischémie rétinienne sévère. On va privilégier les corticoïdes. En revanche, si le patient se déplace très difficilement, par exemple chez les diabétiques hémodialysés, en cas de pseudophakie ou lorsqu'on programme de réaliser à l'affilée une chirurgie de cataracte. On va parler un peu du switch aflibercept. On a essayé de faire une petite revue de la littérature à partir de 2015 et nous avons trouvé que la plupart des études étaient rétrospectives. Elles n'étaient pas comparables. En effet, les critères d'inclusion et le nombre d'injections préalables avant le switch étaient différents d'une étude à l'autre et le recul était faible, d'environ 1 à 6 mois. Mais toutes les études étaient concordantes sur le fait qu'avec l'aflibercept, nous obtenons une amélioration de l'acuité visuelle, et ce, d'autant que l'acuité visuelle initiale était basse. Donc cette étude publiée en 2017 est une étude prospective avec un recul de 24 semaines et qui montre bien sur le graphique de gauche qu'à 12 semaines après switch bevacizumab à l'aflibercept, nous obtenons un gain de 4 lettres ETDRS qui est maintenu à 24 semaines à 3 lettres ETDRS et la courbe de la diminution de l'œdème maculaire, de l'épaisseur maculaire centrale suit, et ce avec un switch à raison d'une injection par mois. Et bien sûr, la DRCRNet protocole C a bien démontré la supériorité de l'aflibercept à 1 an puis à 2 ans pour les acuités visuelles initiales basses. Donc, dans le cas de notre patiente, si elle en avait les moyens, on aurait peut-être dû commencer directement par l'aflibercept. Enfin, pour le switch implant de dexamethasone, il y a cette méta-analyse récente qui est très intéressante, qui a étudié les résultats de 5 études, 3859 patients, avec un switch des anti-VEGF vers les implants de dexamethasone, et à 6 mois, elle avait démontré qu'il y avait un gain de 4 lignes, soit 20 lettres ETDRS. Donc en conclusion, il n'y a pas encore de consensus clair sur le switch, ni sur la définition des non-répondeurs, mais ce qu'on déjà on peut relever, c'est qu'il ne faut pas tarder à switcher pour espérer une meilleure récupération fonctionnelle, et qu'on pourrait éviter ce switch avec un meilleur choix de la molécule initiale lorsque l'acuité visuelle initiale est basse, en fonction de l'état du patient et lorsque les moyens financiers du patient le permettent. Merci.